Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité, Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors, ministre de 2004 à 2012 sous Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin qui étaient les premiers ministres de Jacques Chirac et ministre aussi de François Fillon sous Nicolas Sarkozy. Vous êtes ensuite devenu secrétaire général de l'UMP, l'ancêtre de LR de 2008 à 2010, puis président du Conseil régional des Hauts-de-France depuis 2016. En 2021, vous ne parvenez pas à vous faire désigner candidat de la droite à la présidentielle de 2022. À l'origine de l'homme que vous êtes devenu, un parcours d'assureur, de militant gaulliste et aussi des rencontres. Quelles ont été vos plus belles années, Xavier Bertrand ? Certainement celle qui reste. Forcément, non, vous avez raison. Il y a aussi des moments très marquants. Les plus belles années, je me souviens beaucoup, mes années d'enfance, d'adolescence. Dans le Nord ? Non, pas encore dans le Nord. Parce que je suis né aujourd'hui en Grand Est. Je suis né dans la Marne, à Châlons-en-Champagne. Mes parents étaient en Champagne-Ardenne. Très vite. Je veux dire dans le nord de la France. Oui. Mais pas dans les Hauts-de-France. Je suis arrivé dans les Hauts-de-France, j'avais 12-13 ans, parce qu'auparavant, on a vécu à Troyes pendant des années. Mes parents m'ont eu très jeune, mais vraiment très très jeune. Mon père avait 18 ans et 2 mois, ma mère avait 18 ans et 1 semaine. Ah oui. Donc mon père a interrompu ses projets d'études pour travailler très vite, les premiers boulots qui se présentaient. Puis ensuite, il a passé des examens interne dans la banque pour pouvoir justement avoir de meilleures responsabilités, de meilleures situations. On a vécu aussi à Troyes dans un HLM pendant longtemps, on était très heureux. C'est pour ça que vous êtes devenu gaulliste social ? Je sais pas, mais c'était des années qui étaient très heureuses et où on avait le sentiment que par le travail, on pouvait réussir. Et que la fin du mois n'était pas forcément le 10 du mois. Mais c'était dans les années 70-80. Ouais, c'était dans les années 70-80. Mais vous voyez, je pense qu'on peut renouer avec cette époque-là, si tant est qu'on se fixe comme objectif, encore une fois, de valoriser le travail en permanence et pas seulement dans les discours. Ensuite, on arrive dans les Hauts-de-France à 12-13 ans, à Saint-Quentin, parce que mon père a eu une promotion, parce qu'il avait réussi justement ses examens. La vie change un peu. Elle ne change pas complètement, mais la voiture grandit un peu. C'était auparavant une Simca, c'est devenu une Talbot Solara. Ce n'était pas non plus extraordinaire. C'était français, hein ? Pardon, c'était français. On partait, on a découvert justement la Corse. C'était plus tout à fait les mêmes vacances. Ah, c'est pour ça que vous êtes attaché à la Corse. Oui, depuis bien longtemps. Le HLM est devenu un appartement. Plus en ville, où chacun avait sa chambre. J'avais ma chambre, ma sœur avait la sienne. Et mes parents, ensuite, sont repartis encore avec des mutations. Et moi, je suis resté à Saint-Quentin. Parce que j'étais tombé amoureux à l'époque, pas seulement de la ville. De Saint-Quentin ou d'une jeune fille. Ouais. Et puis, j'étais tombé amoureux de la politique, parce que j'ai fait une première rencontre avec Jacques Braconnier. Je ne suis pas tombé amoureux de Jacques Braconnier, mais c'était devenu un peu comme mon grand-père en politique. Vous êtes devenu, à 22 ans, son attaché parlementaire. Le sénateur, je le rencontre à 16 ans. Et je me passionne pour la politique. Je suis d'une famille qui s'intéresse à la politique comme tout le monde, mais qui n'est pas passionné par la politique. Je n'ai pas vraiment de souvenirs où on parlait politique en famille ou à table. Mais la campagne présidentielle de 1980 me passionne. Je suis bluffé par l'énergie de Chirac. Alors à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. Je réussis, journaux télévisés. Vous étiez chiracien. Le journal du soir, le compte-rendu de la campagne, je me passionne pour ça. Si j'avais pu voter, j'aurais voté Chirac au premier tour. Vous n'avez pas 18 ans. Hein. Non, j'ai pas 18 ans, j'ai 16 ans à l'époque. Je me passionne pour tout cela. Et puis, il y a quelque chose qui me marque. Saint-Quentin est une ville de gauche. Et quand il y a, à 20h, deuxième tour, il y a le 10 mai 81, il y a la victoire de Mitterrand. Je me souviens de cette explosion de joie dans les rues. Et vous avez pleuré ? Non, j'ai pas pleuré. Mais je voyais un peu ce que ça voulait dire pour plein de gens. Pour plein de gens, cette victoire, le fait qu'après 23 ans, il y ait cette alternance. Et j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la politique. Et en 1982, je rencontre Jacques Braconnier. Je lui explique ma passion pour la politique. Il me dit, j'ai besoin de jeunes, venez militer avec moi. Et puis au fil des années, je ne ferai pas seulement que militer, je travaillerai avec lui. Je deviendrai son assistant parlementaire et je l'ai accompagné pendant des années et des années. C'est un peu ma première rencontre en politique, un peu mon grand-père en politique. Votre grand-père en politique. Et votre grand-père d'ailleurs, assureur. Pourquoi avoir choisi comme lui ce métier d'assureur ? C'est un déterminisme familial ? Il y a un peu de déterminisme familial, non.
Parce que je pense que pour bien faire de la politique, il faut être indépendant de la politique. Il ne faut pas dépendre de la politique. J'avais vu jeunes militants, puis ensuite en ayant des responsabilités, des comités départementaux où il y a des gens qui voulaient avoir une place, une investiture, parce qu'autrement, ils disaient j'ai pas de boulot. Je me suis juré de ne jamais dépendre financièrement et intellectuellement de la seule politique et d'avoir une vie en dehors. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Écoutez, pour moi, c'est toujours important de garder un pied en dehors. Par exemple, là, j'ai renoué quelque chose que j'ai fait pendant 25 ans, de redonner des cours, notamment sur le droit du travail, sur l'évolution du droit du travail. Ça me passionne. Mais à l'époque, quand je fais ce choix d'être agent général d'assurance, parce que je ne veux pas dépendre totalement de la politique. Et puis, je pense que pour bien parler des choses, bien parler de l'entreprise, il faut aussi être entrepreneur. C'est vrai que je n'ai pas un parcours type, je ne suis pas parisien. Vous n'avez pas une arc? J'ai pas grandi à Paris. Je cumule tous les handicaps, moi, pour vraiment faire de la politique au niveau national. Je n'ai pas grandi à Paris, je n'ai pas fait les écoles parisiennes, je n'ai pas fait Sciences Po et je n'ai pas fait l'ENA. Voilà. Donc, normalement, je cumule tous les handicaps. J'aime toujours ma ville, à Saint-Quentin. Je fais mes courses, je vais au marché, je suis fan de basket de mon club de SQBB. Donc, vous voyez, je ne coche pas toutes les cases. Mais au final, certains ont dit c'est un handicap, c'est un provincial et autres. Je pense que c'est peut-être aussi ce qui fait ma singularité, ce qui fait aussi ma force. Vos plus belles rencontres en dehors du sénateur Baconnet, c'est qui? C'est Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin et Jean-Pierre Raffarin? Chirac, j'étais bluffé par Chirac. Ouais, c'est ce que vous avez dit. Bluffé par Chirac en 80, puis après, Mais après, le personnage. Pas déçu? Non, parce que c'est le premier qui m'a fait confiance. Ouais. 2004, ministre. Secrétaire d'État à l'assurance maladie. Avec Philippe Douste-Blazy. Et sous Jean-Pierre Raffarin. Sous Jean-Pierre Raffarin. C'est Chirac qui me fait confiance le premier. Puis Chirac, j'ai des souvenirs formidables. Il m'appelait docteur. Ah oui, pourquoi? Je lui dis, monsieur le président, vous savez bien, je ne suis pas médecin. Il me dit, ouais, c'est vrai, mais ça te va bien. Alors, c'était un compliment de sa bouche parce que, en plus, être ministre de la Santé avec Chirac président, j'ai eu à conduire le plan cancer. C'était sa priorité présidentielle, un de ses grands chantiers. Rappelez-vous, avec la sécurité routière, on avait vraiment le sentiment d'être soutenu par un président bien la sécurité routière, qui croyait justement profondément à cela. Une grande réussite du mandat de Jacques Chirac. Franchement. On est passé de, il me semble, 15 000 morts ou 20 000 morts dans les années 70. Sur la sécurité routière. Ouais. Mais le plan cancer voulu par Chirac à l'époque, ça a donné une impulsion. Et aujourd'hui, vous avez des grands centres de référence dans les régions françaises. C'est parce qu'on a fait ce choix à l'époque d'investir, de pouvoir justement détecter plus rapidement des cancers, d'avoir des thérapies importantes. L'INCa, l'Institut national du cancer, David Cayat, qui le préside, on a fait un travail formidable. Et aujourd'hui encore, non seulement ça a porté ses fruits, mais on aurait besoin d'un nouveau grand plan cancer et d'une nouvelle grande ambition cancer. C'est Chirac qui me soutient pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça avait fait jaser à l'époque. Quand j'ai cette idée... ça a suscité des oppositions. Vous voulez une anecdote? Oui. On est là pour ça. J'ai apporté ce texte et j'y crois dur comme fer. Et j'avais dit, si je ne peux pas aller jusqu'au bout, je m'en irai parce que faire de la politique, c'est porter des convictions et faire en sorte qu'une idée devienne projet, que le projet devienne réalité. Et on est peu de temps après le CPE. Difficile. Chirac me fait venir dans son bureau, il me dit non, je vais voir Frédéric Salabarou, secrétaire général de l'Élysée. Chirac arrive dans le bureau, il me dit voilà, tu vas pas nous remettre des millions de Français dans la rue. Je dis écoutez, monsieur le président, si, mais pour la bonne cause, pour qu'ils fument à l'extérieur et plus à l'intérieur. Il me dit écoute, avance avec ton dossier, on verra où on en est. Et jusqu'au bout, il me soutiendra. Dominique de Villepin aussi, Frédéric Salabarou m'ont beaucoup aidé. Parce que le CPE, ça a été le problème de Dominique de Villepin. Le CPE, dont vous parlez. Oui, mais le tabac, il me soutient, parce qu'il croit beaucoup que côté physique, d'être en bonne forme, c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, je deviens porte-parole de Nicolas Sarkozy. Ouais. Et Nicolas Sarkozy, je suis encore ministre de la Santé, lors d'un déplacement en Lozère. Donc 2006-2007. Ouais, on est fin 2006, début 2007, se rend dans un bar tabac en Lozère. Il est en campagne et il a cette phrase « Non mais qu'est-ce que c'est que cette idée de ne plus pouvoir fumer dans un bar tabac alors qu'on peut acheter du tabac ?» J'appelle aussitôt Claude Guéant, les médias, il n'y a pas encore tous les réseaux sociaux. Secrétaire général de l'Élysée. Secrétaire général de l'Élysée, puis déjà le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. J'ai écouté Claude, mon candidat. Je me trompe, il n'était pas secrétaire général de l'Élysée à l'époque, puisque Nicolas Sarkozy n'était pas encore président. C'est vrai. Il était son directeur de cabinet à Beauvau. Et je lui ai dit, écoutez, le candidat dont je suis le porte-parole vient de prendre le contre-pied de la position qui est la mienne et de ma conviction. Je démissionne.
Il me dit non, on va régulariser tout ça. Comment il a régularisé ça? Et tout simplement, j'ai réaffirmé moi-même ma position, que la loi s'appliquerait. Et Nicolas Sarkozy a eu cette phrase en Conseil des ministres, quand on est sur la 2e et dernière étape de l'interdiction de fumer dans le lieu public. J'avais tout lancé avant la présidentielle. Il dit, Xavier avait raison, les Français y étaient prêts et c'était une bonne chose. Ça, c'est tout Sarkozy qui est capable de reconnaître et de dire les choses. Vous savez combien vous avez sauvé de vie avec ça? Vous savez, surtout ce qu'on a évité, c'est que, parce que sauver des vies, le tabac cause toujours des ravages. C'est surtout qu'à une époque, franchement, on ne supportait plus la cohabitation fumeurs-non-fumeurs, notamment les non-fumeurs. Un jour, un matin, très tôt, je me rends dans un café près du ministère de la Santé, parce que les petits déjeuners étaient très très tôt avec moi, et parfois c'est difficile de faire venir tout le monde aussitôt. Donc j'allais dans un café à côté, le Vauban. Et un jour, le patron du Vauban me dit... Monsieur Bertrand, vous allez vraiment réussir pour le tabac? Je dis oui, je pense. Pourquoi vous me dites ça? Il me dit parce que j'ai fait dernièrement une radio des poumons. Et en faisant ma radio des poumons, le médecin me dit, vous fumez? Je dis non, je ne fume pas. Alors vous devez être restaurateur, vous. Ah oui. Avec le tabagisme passif. Certains estimaient que c'était 6000 décès par an, je ne sais pas, parce que derrière les statistiques, il y a toujours des réalités très personnelles, très humaines. Ouais. Mais ça fait partie justement de mes bons souvenirs et des fiertés. Et oui, plutôt fierté même. Entre nous. On en parle là, mais il y a vous et moi qui le savons, que j'ai interdit de fumer dans les lieux publics. Vous savez, en tout cas, vous le gardez en mémoire. Mais ça, c'est vraiment important. Ouais. Vous avez un point commun avec Gérald Darmanin. Tous les deux, vous avez été proches de Nicolas Sarkozy. Oui. Et donc, vous avez travaillé à ses côtés. Les amitiés en politique, est-ce que ça existe? Est-ce que votre amitié avec Gérald Darmanin a survécu à son entrée au gouvernement? Oui, bien sûr, parce qu'il faut faire la part des choses. Ouais. Faut faire la part des choses. Oui, bien sûr. Moi, j'ai aussi beaucoup d'estime, d'admiration pour son parcours. Et là, attendez, là aussi, Gérald, c'est aussi un vrai parcours républicain. Ouais. C'est à la fois le travail qu'il incarne, issu de milieux populaires. Moi, je suis issu de classe moyenne qui, par son travail, a réussi à avoir une meilleure situation. Gérald, c'est aussi des origines très populaires et par son travail, c'est vrai qu'on a cultivé aussi toute cette proximité avec Nicolas Sarkozy, dont il ne faut pas l'oublier. Hein. Nicolas Sarkozy, dans les moments les plus importants, c'est la crise de 2008. Heureusement que c'était lui à ce moment-là qui était président, parce que pas sûr que si ça avait reposé sur les seules épaules de M. Obama ou de Mme Merkel, on aurait pu éviter justement le krach de toute notre économie. C'est bien de le redire aussi. Et la crise de Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous dites heureusement que Gérald Darmanin celle d'aujourd'hui est là? Oui, celle d'aujourd'hui. Oui, parce que est-ce que vous dites heureusement qu'Emmanuel Macron est là? Est-ce que vous dites heureusement que Gabriel Attal est là? Pour la priorité des priorités, et ça relève du ministre de l'Intérieur, c'est de rétablir l'ordre républicain. Alors, on est dimanche... Mais j'entendais cette semaine, dans une émission, les auditeurs ont la parole, des témoignages terribles de ceux qui sont là-bas. Qui sont en Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent pas sortir à Nouméa, et qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Une dame à 30 km de Nouméa et qui a peur. Elle dit ça fait 4 nuits qu'on ne dort pas. Oui, parce qu'il y a des gens qui se sont barricadés, qui ont fait des barricades avec des voitures pour éviter les voitures béliers et qui s'organisent parce que dehors... Certains, justement, disent on va venir vous brûler, on va venir vous tuer. La question, c'était est-ce que Gérald Darmanin est à la hauteur? Il fait ce qu'il fait. Il faut ce qu'il faut. Je pense que la priorité qu'il accorde aujourd'hui au rétablissement de l'ordre républicain, c'est absolument ce dont on a besoin. À la demande d'Emmanuel Macron, il a raison aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Attendez, c'est une posture républicaine. On ne transige pas avec la question de l'ordre républicain. Et quand on nous dit demain qu'il faudra telle ou telle mission, il y a une chose à faire. Qu'aujourd'hui, il n'y ait pas non seulement ces drames, vous avez vu, les victimes civiles, les gendarmes qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut que tout ça s'arrête et que tous ceux qui ont pillé, tous ceux qui se sont rendus coupables de ces exactions ou de ces crimes répondent de leurs actes et qu'il n'y ait aucune impunité. C'est vrai en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai partout en France. Justement, partout en France. Est-ce que vous dites comme Gérald Darmanin qu'on ne peut pas à la fois pleurer les victimes, là, donc c'est une allusion à l'attaque du fourgon pénitentiaire dans l'heure mardi sur fond de trafic de stupéfiants qui a fait 2 morts. Donc, qu'on ne peut pas pleurer les victimes et continuer à fumer son joint. Et il dit l'extrême violence a une source, c'est la consommation de drogue. Il a raison ou pas? On veut combattre la drogue, oui ou non? Et alors? La réponse est oui. La faute au consommateur à tous les niveaux. Et vous le savez, moi je suis contre la légalisation du cannabis. Je pense que c'est aussi la position du ministre de l'Intérieur.
Peut-être parce qu'ancien ministre de la Santé, j'ai eu accès à des études qui montrent les ravages que ça peut créer, clairement. Donc aujourd'hui, il faut savoir, il y a une première mesure qui a été prise sur la question de l'amende forfaitaire pour ceux qui consomment ou qui portent du cannabis sur eux. Ce que je voudrais savoir, c'est combien de personnes payent vraiment ces amendes. Parce que moi, je pense aujourd'hui, il n'y a que les braves gens qui payent leurs amendes. Vous avez plus de chances de payer votre amende que de pouvoir avoir une OQTF exécutée en France aujourd'hui. 50% pour les amendes, 6% pour les autres. Pas normal, ça. Donc les et amendes... donc derrière les amendes, et puis moi je reste persuadé qu'au bout d'un moment, quand il y a récidive, il faut des injonctions thérapeutiques, savoir l'obliger. Mais c'est pas là les injonctions thérapeutiques, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent les consommateurs de drogue, c'est ce que pense Gérald Darmanin, d'avoir du sang sur les mains, Parce qu'encore une fois, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que il y a des dealers, il y a des trafiquants, parce qu'il y a aussi des gens qui achètent de la drogue. Vous avez déjà d'ailleurs fumé du cannabis? Non. Jamais consommé de drogue? Et quand des politiques disent oui, j'ai consommé de la drogue, et alors? Écoutez, ils ont tout simplement contrevenu à la loi. Après, j'espère qu'avec leur conscience, ils sont à l'aise. Et quand un député LFI, Louis Boyard, dit « Moi, j'étais dealer de drogue avant d'être député », ça vous choque? Vous savez ce que je pense de LFI, vous savez ce que je pense de ce monsieur. Donc, je vais vous dire, je ne suis pas surpris qu'il tienne de tels propos. Je pense qu'on aura aussi certainement l'occasion d'en reparler. On va d'abord on va continuer à parler de votre parcours. Xavier Bertrand, vous êtes passé par la franc-maçonnerie. Oui. Pourquoi? Est-ce que c'était par conviction ou par calcul en vous disant que ça pourrait vous servir en politique? Parce que vous savez très bien que c'est ce qu'on dit. Oui, bien sûr, sauf que... Les réseaux francs-maçons, est-ce qu'ils vous ont aidé? En ce qui me concerne, j'étais plutôt entouré de personnalités à Saint-Quentin qui n'aimaient vraiment pas les francs-maçons. Pourquoi ils étaient très catholiques? Même Jacques Braconnier, dont j'étais effectivement... Donc on précise, le sénateur Braconnier, dont j'étais très proche, ne pouvait pas comprendre la maçonnerie. Mais il savait que vous l'étiez à l'époque? Bien sûr, il ne comprenait pas que puisse être franc-maçon, et d'autres auprès de qui j'ai travaillé qui étaient résolument hostiles. La franc-maçonnerie, ça vous a apporté quoi? Est-ce que vous êtes toujours franc-maçon? Non, j'ai quitté en 2012. Pourquoi? Je crois que c'était en 2012. Parce que j'estimais que... Vous aviez honte? Alors attendez, je vais vous mettre à l'aise. Je crois qu'on est en 2008, avant les élections municipales. Et tiens, Christophe Barbier, il est sur votre antenne. Christophe Barbier, avant une émission, vient me voir juste avant en me disant « Il faudra qu'on se parle après parce qu'on a un dossier. » Dossier qui va sortir sur la franc-maçonnerie. Okay. Et après l'émission, il me dit « Voilà, on a un dossier qui sort sur la franc-maçonnerie. Donc c'était le point. Et donc on va révéler l'Express. Et on va révéler que vous appartenez à la franc-maçonnerie. Et est-ce que vous accepteriez de répondre à 2-3 questions? Je me suis toujours dit que le jour où la question me serait posée, je répondrais sans détour. Sans détour. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui le sont et qui disent « Non, j'ai participé à une... » Gérard Larcher, il y est ou pas? J'en sais rien, posez-lui la question. Non, je ne sais pas. Il a jamais voulu je ne le sais pas. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours eu un principe, vous dites les choses et c'est bien mieux comme ça. Alors, attendez, je finis là-dessus. Et donc... Je préviens, lisez d'ailleurs, que quelque chose sortira sur moi, que j'ai décidé de répondre à des questions et que j'assume totalement, oui, j'appartiens à la franc-maçonnerie. Sauf que ce qui était la petite interview devient la une de l'Express avec ma photo, Xavier Bertrand, franc-maçon. Mais ce qui était surprenant, parce qu'il pensait certainement faire un grand scoop, c'est que comme j'ai assumé et comme j'ai dit les choses, je serais tenté de dire que c'est apparu comme... Allez, d'une certaine façon, sans caractère exceptionnel. D'ailleurs, je vais vous dire, ça ressemble à quoi? À ce que Bertrand Delanoë a fait avec son homosexualité, il l'a assumé, ou Gabriel Attal? Oui, mais une chose est certaine, moi je dis qu'il faut toujours dire les choses et les assumer. Et quand je suis rentré en franc-maçonnerie, je me suis toujours dit, quand la question me serait posée, je répondrais. Et qu'est-ce que c'est beaucoup plus confort? Pourquoi vous avez quitté la franc-maçonnerie? Je vous l'ai dit, parce que, je ne fréquentais plus le loge, je n'avais pas le temps. Et puis, je tenais plus que tout à pouvoir être indépendant et à ce qu'on ne se pose pas la question, est-ce que j'étais... avec des influences ou pas. Et vous m'avez demandé aussi... la question, Vous m'avez demandé aussi ce que ça m'avait apporté. D'écouter. De respecter davantage la vie des autres. Et alors, vous me demandiez, est-ce que ça a été un accélérateur? J'avais rejoint à l'époque une obédience qui était plutôt classée à gauche. Le Grand Orient. Pour un mec de droite, c'est pas véritablement un accélérateur. Mais c'était des amis. C'était un intérêt aussi, et que ça vous permettait d'être beaucoup confronté avec des avis différents.
Et c'est ce qui permet certainement également de cultiver la tolérance. Quand vous devenez secrétaire d'État chargé de l'assurance maladie de Jean-Pierre Raffarin en 2004, comment vous avez vécu cette arrivée au gouvernement ? Et est-ce qu'on pense tout de suite ? Est-ce que vous avez pensé tout de suite à l'étape d'après ? Non, parce que en général, l'étape d'après, c'est quand vous êtes député, vous rêvez d'être ministre. C'est l'étape d'après. Vous êtes resté député moins de 2 ans. Oui, alors du coup, ça m'a évité de devenir tout fou. Ouais. Parce que du coup, comme c'est arrivé très vite, vous savez, l'histoire est ainsi faite. Je suis jeune député, et puis c'est la création de l'UMP. Beaucoup de responsabilités sont distribuées à beaucoup de monde. Et puis, à l'époque, je pense qu'il y a Bernard Accoyer qui m'aide beaucoup, qui plaide ma cause, qui ne faisait pas une responsabilité pour Bertrand, sauf qu'on me dit, écoute, il faut faire de la place aux centristes, faire de la place aux libéraux, il faut une parité homme-femme. Il n'y a rien pour toi, quoi. Alors donc, on va te charger du dossier des retraites. Pas de titre, t'es chargé du dossier des retraites. Et moi, j'étais content. Les autres avaient des titres, ronflants et autres. Et je dis, mais comment ça se fait que je suis chargé du dossier des retraites ? Bon, parce que tu es assureur. Non, la vérité, ce n'était pas celle-là. C'est qu'ils avaient proposé à des jeunes élus, et qui avaient un parcours différent du mien, Paris, tout ça. Et donc, ils ne voulaient pas s'occuper de ça. Oui, ils ne voulaient pas en disant, oh, c'est trop casse-gueule, on ne veut pas s'en occuper. Vous n'avez qu'à filer à Bertrand. S'il raconte où il fait une ou deux boulettes, on l'exfiltrera, ça ne se verra pas. Et ce dossier me passionne. J'engage un Tour de France des retraites. Certains journalistes me suivent et écrivent que ça passionne effectivement les personnes présentes. Et je suis chargé du dossier. Je deviens secrétaire général adjoint de l'UMP, je suis rapporteur de ce texte, je réussis à porter le dossier des carrières longues, ceux qui avaient commencé à travailler très jeunes, qui partaient plus tôt, et c'est aussi une immense fierté. 20 ans après, est-ce que ce dossier est réglé ou pas ? Un dossier qui est réglé une fois pour toutes, ça peut pas. Comme l'espérance de vie augmente, il faut régulièrement y revenir. Vous voyez, cette semaine, j'ai été auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la santé. Ils demandent, je crois, au ministre de la Santé depuis plus d'une vingtaine d'années, de venir s'expliquer sur leur action. Et je leur disais, j'ai été l'acteur avec Philippe Douste-Blazy de la réforme de 2004, une réforme socle, phare. Ce qui m'étonne, c'est que 20 ans après, il n'y ait pas eu de nouvelle réforme de l'assurance maladie, du système de santé aussi importante. Il en faut régulièrement. Vous dites souvent que la politique rend fou, c'est bien ça ? Mais il faut l'être moins que les autres et moins vite que les autres. Et est-ce que vous êtes devenu complètement fou ? Non, je pense pas. Je pense pas. Grâce à la famille, grâce à ma femme, grâce aux amis. Je parle peu politique ou pas du tout politique, sauf quand on me sollicite le week-end. J'ai d'autres passions. Tous les copains avec qui je joue au foot en salle toutes les semaines ne me parlent certainement pas politique. Pas politique. Et puis c'est important aussi de garder aussi d'autres passions. Famille en est une. Ouais, et c'est la politique qui rend fou, c'est la présidentielle qui rend fou ? Non, la politique. Et la présidentielle, non ? Je pense pas. Je pense pas qu'elle rende fou. Non. Est-ce que ça n'a pas été un acte de folie de votre part d'avoir voulu être candidat en 2000 Non, de folie non. De folie non. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'avais rien d'écrit. J'ai pas le profil type. Prenez ceux qui ont été présidents pour une raison ou pour une autre, je n'ai vraiment pas. J'ai jamais été clairement sur ces rails-là. Mais je pense que l'élection présidentielle, la fonction présidentielle est la seule qui vous permette vraiment de faire bouger les lignes, de changer les choses et de redonner de l'espoir. Je crois vraiment à ça. J'ai exercé différentes missions. Celle de maire, passionnante, dans ma ville de Saint-Quentin. Tiens, Saint-Quentin qui a été la première ville en France à créer une plage de l'hôtel de ville avant Paris. A été l'initiateur à l'époque. Avant le Touquet alors Ah non, eux c'est une vraie plage. Là, c'était une plage en plein centre-ville avant Paris. En tant que président de région, je suis passionné par ce que je fais. Mais si vous voulez vraiment agir, et si vous croyez que la politique peut encore changer les choses, c'est l'élection présidentielle qui vous le permet. Plus que ministre, plus que président de région. Élection présidentielle. Donc vous avez échoué en 2021 pour la présidentielle de 22, et pourtant vous souhaitez, vous l'avez annoncé, je serai candidat en 2027. Beaucoup, à LR notamment, considèrent que vous n'irez pas jusqu'au bout, et que vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout. Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Parce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que je ne ferai pas les mêmes erreurs que la fois dernière. C'est quoi les erreurs que vous avez commises ? Et c'est quoi ? Écoutez, ça fait partie un peu de l'autocritique. Et vous serez candidat, c'est sûr. L'introspection que vous devez faire. Non, je vois bien les erreurs que j'ai faites, et notamment, je pense que l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme, une femme et les Français, et donc il ne faut pas se fourvoyer dans une primaire. Donc ça veut dire que... Ah, ça, c'est clair. De toute façon, il n'y aura plus de primaire. Mais vous irez jusqu'au bout. C'est bien mon intention. Quand je dis que j'ai l'intention d'être candidat, c'est certainement pas en reproduisant les erreurs de la fois dernière. Ça, c'est sûr et certain. Et on entend à LR, celui qui est le mieux placé, c'est Laurent Wauquiez. Dans les sondages ? Pour la présidentielle. C'est ça ?
En tout cas, sondage ou autre. Alors, vous savez, À l'intérieur quand de dans les LR. sondages on est à 5%, je pense qu'il n'y a pas de candidat qui s'impose. C'est le candidat d'Éric Ciotti, Laurent Wauquiez. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et C'est vous pas le candidat de LR. Il vous aime pas, Éric Ciotti? Écoutez, posez-lui la Non, mais question. vous avez un ressenti. Ah, pas du tout. Hein Pas du tout. Nous, il a une préférence. Il a un chouchou, c'est Wauquiez. Ah, libre à lui. Vous dites que c'est une Mais erreur. c'est pas le candidat de l'ensemble de LR. Et je ne suis pas sûr, vu ce que sont aujourd'hui notamment les sondages, que ce soit le cas de beaucoup d'électeurs de droite. Mais entendons-nous Et bien. qu'est-ce que vous avez de mieux que lui? Je n'ai pas à me positionner par rapport à M. Wauquiez. Ou aux autres, ou par rapport aux autres? Non, c'est avec les Français le moment venu. Et est-ce que vous êtes de ceux qui considéraient que pour éviter peut-être un second tour, Le Pen-Mélenchon, il faudrait un seul candidat représentant à la fois LR et Renaissance? Ah, parce que vous y croyez à celle-là, vous? Ah, mais je pose la question, mais Non, pourquoi mais pas? je vous dis. Ah, mais la vraie question, faut que les Français aient le choix. Et le choix de quoi? Qui est-ce qui est capable aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est vrai, de battre Madame Le Pen qui semble s'imposer. Et d'être au second tour, surtout. Oui, non, mais attendez, qui semble s'imposer comme étant celle qui sortirait forcément pour le second tour, qui serait au second tour. Nous sommes 2 à avoir battu Madame Le Pen lors d'une élection très importante. Emmanuel Macron et moi-même. J'ai battu 2 fois le Front National. La différence entre M. Macron et moi... Vous avez battu le Front National, ou le Rassemblement National, grâce aussi à la majorité on va pas refaire l'histoire. On est 2 à l'avoir battu, sauf que la différence entre M. Macron et moi, c'est que moi, j'ai fait reculer le Front National de 15 points. Or, entre 2 présidentielles, avec M. Macron, le Front National a progressé de 10 points. Elle est où la différence? C'est que j'essaye, moi, d'agir pour tous les Français. Tous ceux qui habitent dans les Hauts-de-France, que les gens m'aiment ou m'aiment pas, qu'ils aient voté pour moi ou pas pour moi, qu'ils aient voté ou pas, je fais une politique pour tous. Tout le monde ne m'aime pas, mais en tout cas, moi, je respecte tout le monde. Et c'est certainement la différence. Et après, je vais vous dire une chose, Frédéric Aziza. La crise de la politique, c'est certainement une crise de sens, c'est vrai, mais aussi de résultats. Dans ma région, je me suis battu pour avoir plus de travail dans la région qui a été le plus privée de travail. Quand je réussis à transformer dans la région l'emploi, qu'on a un canal pour lequel je me suis battu, dont l'État ne voulait pas vraiment... Vous l'avez fait tout seul ou c'est l'État qui vous a aidé? Non, j'ai pris à l'État parce que l'État ne le faisait pas. C'est moi qui ai pris la responsabilité avec les présidents de département. 6 000 emplois pour le construire. C'est les plus grands chantiers en France en ce moment. On n'avait pas construit un canal de 107 km depuis 60 ans en France. 15 000 emplois derrière. Les EPR, je me suis battu dès 2016 pour les avoir, 8 000 emplois. Et l'industrie automobile avec les batteries électriques, je me suis battu pour que ce soit dans ma région. On en est à plus de 15 000 emplois concrets. Et on ne va pas s'arrêter là. Vous dites aussi, c'est moi, c'est pas l'État? Ah ben non, parce que parfois, maintenant, toutes les planètes sont alignées, tant mieux. Mais à l'époque, il fallait se battre. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, ce que je reproche beaucoup aujourd'hui à ceux qui nous gouvernent au niveau national. Ils sont déconnectés, ils ont du mal à regarder au-delà du périph', et puis d'autre part, ils se battent plus vraiment, ils sont fatigués. Et vous pensez à qui? Vous pensez à tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire la majorité, ou aussi les dirigeants des autres partis politiques? Non, tous ceux qui gouvernent aujourd'hui, je pense qu'ils sont coupés des réalités. Ouais. Moi, vous savez, peut-être que je gagne pas à chaque fois, mais je me bats à chaque fois, et je pense que les gens le sentent. Vous savez, sur tous les dossiers, on m'a fait des reproches, et c'est vrai... Je me bats peut-être pas correctement avec tous les codes et tout ça. Par exemple, sur les inondés chez moi, les sinistrés, il y a certains assureurs qui jouaient pas le jeu. J'ai donné clairement leur nom. Okay. En 8 jours, les dossiers ont été réglés. Vous trouvez ça normal, vous? Cette semaine encore, avec Gérald Darmanin, on a un dossier d'une usine dans son ancienne circonscription, dans ma région, où les dirigeants décident de fermer pour aller tout mettre sur un autre site en France. Et ils respectent pas les gens. C'est vrai qu'on a eu une réunion qui était très dure, musclée. On m'a dit « Ah, vous leur avez parlé durement ». Mais je préfère parler durement aux dirigeants pour qu'ils respectent les salariés plutôt que ce soit la colère des salariés qui s'exprime. Il faut se battre dans la vie. Gérald Darmanin, si les sondages indiquaient dans 3 ans qu'il a des chances d'être président de la République, vous pourriez vous effacer derrière lui? Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, vous connaissez mes convictions, mes intentions. J'ai bien l'intention d'être candidat en 2027. D'aller jusqu'au bout. Sûr, certain. Hein? Vous serez candidat, tout est prêt. C'est pas seulement de la radio, il y a aussi de la télé. Tout est prêt. Alors, je viens de vous dire. Et donc, vous n'y pensez pas seulement en vous rasant? Non. Vous êtes prêt à vous engager? Parce que c'est quelque chose de très sérieux. Vous voyez la situation aujourd'hui du pays, vous voyez les inquiétudes, vous voyez la situation internationale. Pas quelque chose qui se décide à la légère. Et en quoi le président Bertrand sera différent du président Macron? Et éventuellement du président Sarkozy? Parcours, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'expérience également, les épreuves que vous rencontrez, politiques, mais aussi dans la vie.
Et puis peut-être aussi capacité à se mettre à la place des autres pour les comprendre. Vous savez, que ce soit avec les agriculteurs, que ce soit avec les invisibles, ceux qui ont du mal à se faire entendre. Tiens, vous voyez, vous allez, je sais pas moi, un concert, un match de foot, regardez tous ces agents de sécurité qui sont là. Qui les regarde ? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de leur perspective d'évolution de carrière ? Quand j'arrive à la région le matin, très tôt, il y a encore des personnes qui font le ménage, qui leur posent la question de savoir comment ils vivent et comment ils vont améliorer leur travail pendant les années. Vous leur dites quoi quand vous les voyez ? C'est que moi, je me battrais justement pour permettre d'améliorer également le revenu et leur carrière. Et vous avez l'impression qu'ils vous croient ? Je les aide chez moi. Les gens qui travaillent, je les aide. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de faire des discours parce que les gens vous disent « Ouais, vous parlez bien, on s'en fout maintenant. » Vous faites quoi ? J'aide les gens chez moi qui travaillent. Ceux qui prennent leur voiture pour venir travailler sont aidés financièrement par la région. Ceux qui doivent faire garder leurs enfants sont aidés financièrement par la région. Et on prend même en charge une grosse partie, 90% du prix du permis, notamment pour des jeunes dont les parents travaillent. Les classes moyennes, moi j'en parle pas comme M. Attal, je fais. On avance, l'Europe. Le 17 janvier 1995, quelques mois avant la fin de son mandat, François Mitterrand avait dit devant le Parlement européen à Strasbourg que le nationalisme c'est la guerre. Est-ce que vous diriez aujourd'hui le populisme, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est la guerre ? C'est la perte de la démocratie. C'est la fin de la démocratie, le populisme. Il faut bien faire la différence entre populaire, incarner le peuple, sentir ce qu'il ressent, lui parler, et populiste, c'est courir après le peuple. Qui vous considérez être des représentants du populisme, qui soient d'extrême gauche ou d'extrême droite aujourd'hui ? Les extrêmes et tous ceux qui veulent parler comme les extrêmes. Mais je viens de vous dire, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Mais incarné par qui aujourd'hui ? LFI et puis le Front National. Je dis Front National parce que rien n'a changé. S'ils ont changé l'enseigne, c'était Front National, on a mis Rassemblement National, c'est exactement les mêmes. Il n'y a pas de changement. Parce que vous voyez, c'est toute la différence. Je fais partie de ces responsables politiques. Je pense que notre boulot, c'est de trouver des solutions aux problèmes des Français et d'essayer de dessiner un avenir. Les autres, c'est pas ça. Faut pas que les problèmes disparaissent. Le jour où il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'extrême. Le jour où il n'y a plus de problème, il n'y a plus besoin du Front National. Le Front National, comme LFI, c'est quoi ? C'est le thermomètre de ce qui ne va pas dans un pays, de l'exaspération, de la colère. Mais les Français, ce qu'ils veulent, ce n'est pas le diagnostic, c'est quel traitement on va avoir. C'est-à-dire que c'est leur fonds de commerce ? Mais bien sûr, mais c'est des vautours. Ils sont là, le Front National et LFI sont des vautours. Mélenchon et Le Pen ? Mais bien sûr, les deux mêmes vautours qui ont besoin l'un de l'autre. LFI étant davantage l'idiot utile du Front National que le contraire. Mais d'ailleurs, regardez bien, ils ne s'attaquent pas les deux. Ils ne s'attaquent pas parce qu'ils n'ont qu'une envie. C'est dans un deuxième tour de retrouver les électeurs des uns et des autres. Des vautours qui attendent juste les drames. C'est des gens qui sont juste bons à présenter leurs condoléances aux Français sans jamais proposer de solution. Et c'est la raison pour laquelle je combats deux choses. Les dirigeants des partis extrêmes, mais aussi les causes qui amènent à ce que les gens votent pour eux. Et les électeurs ? Non, parce qu'il y a une chose, je les connais bien, les électeurs. C'est des gens qui sont déboussolés, qui ne croient plus en rien. Expliquez-moi alors pourquoi, dans ma région, je réussis à faire reculer notamment le Front National de 15 points entre deux élections. C'est pas que les gens soient fous de moi, mais ils se disent, ils se battent pour nous. Et si on applique la même règle au niveau national, les choses changent. Vous savez, ils veulent quoi, les Français ? Les Français veulent vivre en sécurité. Ils veulent vivre de leur travail. C'est pas ce que fait Darmanin ? Ils les aident pas à vivre en sécurité ? Regardez aujourd'hui la situation dans le pays, regardez la question de l'immigration, regardez aujourd'hui très clairement la question de la justice. C'est un problème crucial, central, l'immigration ? Il est clé. Il est clé, vraiment. Et regardez ce qui s'est passé encore, ce drame avec le fourgon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec la violence, avec ces assassinats, ils ont été abattus comme drogue, des chiens. C'est la drogue. C'est pas seulement ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a le sentiment d'avoir une impunité, on se permet de tuer des agents de la pénitentiaire comme ça. Et le tout d'un temps, je vous ai dit, il y a vivre en sécurité, il y a vivre de son travail, puis il y a aussi autre chose. Qu'est-ce qui continue à tenir les Français entre eux ? Il y a des valeurs communes, c'est vrai, mais il y a aussi les services publics. C'est un homme de droite qui vous le dit. Les politiques publiques, les services publics, ça tient les Français entre eux. La santé. Qu'est-ce qui fait qu'un pays comme le nôtre, quand vous allez à l'hôpital, monsieur Aziza, c'est pas une carte bleue qu'on vous demande. C'est pas les États-Unis. Une carte gold, c'est une carte vitale. C'est pas les États-Unis. Et que si vous êtes rentré dans le système de soins, si vous êtes victime d'un cancer, vous serez aussi bien soigné qu'un millionnaire. C'est ça qui importe. Vous avez le logement, vous avez l'éducation, c'est ça qui tient les Français. La campagne européenne, il y a une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Emmanuel Macron, il multiplie les prises de parole et les déplacements sur le terrain. Il est dans son rôle ou pas ? Mais elles sont finies, les élections européennes. Il n'y a plus d'élections européennes. C'est quoi alors ? C'est un référendum.
Pour ou contre C'est un Macron. référendum anti-Macron. Ouais. Et la seule question qui va se poser, c'est il y aura 80% de voix anti-Macron ou 85% de voix anti-Macron. Ce sont des Et apprentis donc, ça sorciers veut au dire quoi? gouvernement. Ça veut dire quoi? Il Des- devra en tirer quelle conclusion? Des apprentis, et il n'en tirera aucune. Non, mais conclusion. qu'est-ce qu'il devrait en tirer? Il n'en tirera aucune. Qu'est-ce qu'il devrait en tirer? Il aurait dû tirer les conclusions du résultat des élections législatives. Mhm. Mais il ne l'a pas fait parce que, le président préside pour lui, Mhm. plus que pour les Français. Il gagne la présidentielle, on est d'accord? Mhm. Il gagne la présidentielle. On peut dire ce que l'on veut du contexte international, de l'Ukraine. Il a gagné. Il gagne la présidentielle, totalement légitime. Et il perd les législatives. Pourquoi? Parce que les Français lui disent, pour la présidentielle, on ne voulait pas changer de président, mais là maintenant, on ne veut plus du même Donc programme. ça, c'était il y a 2 ans. Mais Donc- il ne l'a pas fait, Non, 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 alors non, qu'il fallait à l'époque mettre en place une forme, Ouais, un contrat de cohabitation. On se place dans 3 semaines, 1 mois. Donc si, comme vous le dites, ce sera 85% des Français qui ne votent pas pour la liste d'Emmanuel Macron, enfin la liste de Renaissance, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il ne fera rien. Non mais je vous demande pas ce qu'il fait. mais- Qu'est-ce qu'il doit faire pour vous? Mais ce qu'il doit faire, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Ouais. Avoir une politique pour établir la sécurité, pour Ouais. que les gens vivent de leur travail, Donc, faire moins de discours. Changer de politique. Alors autre Mais il ne le chose. fera pas. Autre question. Il ne le fera pas. Autre question toujours sur les européennes. La stratégie de LFI, qui a décidé de faire de la Palestine, de Gaza, le thème central de sa campagne européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Une honte. Pourquoi? Une honte parce que, au final, aujourd'hui, la stratégie de LFI, elle n'est plus républicaine depuis longtemps. Elle est quoi? Elle est anti-républicaine, et quand je dis anti-républicaine, c'est très simple. Quand on veut dresser les Français les uns contre les autres, c'est le contraire de la devise républicaine. Mais quand Liberté, égalité, fraternité. Quand on est un parti... Laïcité, tiens. Laïcité aussi. Quand on est un parti... Celle qui protège chacun dans l'exercice de sa religion, mais qui fait bien la différence entre la sphère publique et la sphère privée. Quand on est un parti anti-républicain, est-ce qu'on a sa place encore dans la vie politique? Dès qu'on tient des propos qui sont contraires à la loi, on doit être effectivement poursuivi. Mais pour pas ça. interdit. Poursuivi. Non, parce que le vrai sujet qui se pose, vous le savez bien, Mm. c'est qu'à chaque fois qu'il y a des propos, notamment qui sont contraires à la loi, ils doivent être poursuivis. Mais attendez, on va se poser un court instant. Mm. Monsieur Mélenchon ne fait pas les choses par hasard. Monsieur Mélenchon, je ne sais pas, il a, quand on a de la mémoire, Mm. il a eu un comportement républicain voilà bien longtemps. C'est lui qui avait prononcé le discours d'hommage à Charb en 2015, après son assassinat par les islamistes à Charlie Hebdo. Vous êtes sûr que c'est le même Mélenchon? Mais c'est la question que je vous pose. Ouais, mais c'est quand même. Et vous pourquoi vous rendez compte? Mais aujourd'hui, Il a- c'est du cynisme électoral, Ouais. c'est du petit calcul électoral. Je ne sais pas s'il y a ce fonds qui remonte à la surface chez lui, mais c'est du cynisme électoral. Mhm. Tout ça parce que certains lui ont dit qu'il fallait absolument aller chercher les voix des islamismes et d'espérer récupérer un maximum de voix, notamment dans les quartiers. C'est ça, c'est un misérable calcul. Parce que derrière, ce qui est en train d'être terrible, c'est qu'il finit par donner le sentiment que tous les musulmans sont antisémites, et ce n'est pas le cas. Mhm. Et c'est ça le véritable danger. Ça s'appelle dresser les Français les uns contre eux. Lui, ce qu'il recherche, c'est l'affrontement. Il sait bien qu'il ne gagnera jamais une élection présidentielle au 2e tour, jamais. Mais lui, ce qu'il veut, c'est le chaos. Parce que le chaos lui offrira des opportunités. Et il poussera à l'insurrection. C'est ça qu'il vise. Et je pense qu'il faut clairement le dire. Et je le dénonce, mais remarquez d'ailleurs qu'il n'y a pas grand monde ou personne qui dénonce vraiment la stratégie, les misérables calculs de M. Mélenchon. Et je le dis, ces manœuvres d'intimidation, vis-à-vis de vous aussi, par exemple, vis-à-vis de cette radio, c'est toujours la même stratégie. C'est-à-dire, c'est la stratégie qui a été utilisée par d'autres partis extrémistes à l'époque, et après, il va se présenter en victime. Non, mais il se moque Alors, de qui, là? Si vous parlez de la radio, justement, Jean-Luc Mélenchon, le 9 février, il avait assigné en justice Radio J et moi-même, après les propos tenus dans mon émission le 21 janvier par Amin El-Khatmi, qu'il avait qualifié d'ordure antisémite. Le 7 mai, Mélenchon a été débouté par la justice, condamné à payer en outre 2 000 €. Et puis il y a eu ce communiqué de LFI, c'est ce à quoi vous faisiez allusion. Chacun peut se demander si cette radio, Radio J, ne bénéficie pas d'une protection exceptionnelle. Alors ici à Radio J, on y a vu la reprise par Mélenchon et par LFI de la thèse du complot juif, cette thèse qui est bien connue depuis le protocole des sages de Sion de 1903. Qu'est-ce que vous en pensez? Que je ne suis absolument pas surpris, je vous l'ai dit, c'est la même stratégie misérable, dangereuse, et on doit s'y opposer. Et d'ailleurs, je voudrais aussi revenir sur un point. C'est en 2019, le président de la République avait dit que le sionisme était aussi une des nouvelles formes
de L'antisionisme. Nouvelle forme d'antisémitisme. Excusez-moi. Oui. L'antisionisme était aussi une nouvelle forme de l'antisémitisme, je le pense. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour légiférer ? C'est pas une résolution comme ce qui a été voté à l'Assemblée Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une loi en la matière pour montrer justement que l'antisionisme doit également être poursuivi. Vous savez, on a un code pénal qui prévoit des peines qui peuvent être dures, mais ce code pénal doit être vraiment intégralement appliqué. Et puis, il y a des fois où il doit être complété. Là, il doit être complété. Parce qu'aujourd'hui, les antisémites se réfugient derrière ça. Non, on critique Israël. Mais dans les antisémites, est-ce que vous insérez Mélenchon, ses amis de LFI ? Il y a parmi les propos de ceux qui sont autour de M. Mélenchon des propos qui sont résolument antisémites et qui doivent être poursuivis à chaque fois. On va aller plus loin. Depuis le 7 octobre, disons les choses très, très clairement, ça les aurait écorchés de reconnaître ce qui s'est passé, justement le 7 octobre, ce massacre, ce génocide, parce que là, c'est bel et bien un génocide qui s'est passé après le 7 octobre. Vous parlez de génocide du Hamas. En Israël, et bien évidemment. Pogrom, génocide, on sait bien. Tous ceux qui ont été massacrés parce que juifs. Voilà. Je l'ai dit sur différentes antennes, même si ça n'a pas plu à certains, j'assume complètement ma position. Et que l'on comprenne bien aussi une chose, c'est que le combat que mène Israël aujourd'hui n'est pas un combat seulement pour Israël. C'est la seule démocratie de cette partie du monde. Et le combat qui est mené, c'est aussi celui qui est mené pour nous. N'oublions pas ce que me rappelait, voilà quelques années, certains amis. Rappelez-vous, rue de la Roquette, en 2014, quand une synagogue avait été attaquée par des manifestants pro-palestiniens. Criait mort aux juifs, et disait aussi mort aux mécréants. Si on ne comprend pas que ceux qui aujourd'hui se rendent coupables d'actes antisémites ne s'arrêteront pas là ou ne s'arrêteraient pas là, on n'a rien compris. C'est pour ça que le combat est un combat collectif et qu'il faut vraiment lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes et de façon résolue. Y compris l'antisémitisme d'extrême droite. Ça a dû vous faire froid aux yeux quand vous avez vu ces manifestants d'extrême droite défiler dans les rues de Paris le week-end dernier. Je l'ai dit, je sais que ça déplaît quand je le dis, mais il n'y a rien qui a changé. Il y a aussi un certain nombre d'antisémites qui sont autour de Mme Le Pen, qui ont été très proches d'elle. Mais vous savez ce qu'il leur a dit ? M. Chatillon, par exemple, ou autres, qui ont été à différentes reprises. Elle dit qu'elle a rompu les ponts avec lui. Mais bien sûr, ils ont rompu les ponts. Mais vous savez ce qu'ils leur ont dit ? Planquez-vous derrière le rideau, les gars, parce que vous faites tâche dans le paysage. Et puis quand on sera au pouvoir, vous ressortirez. Maintenant, vous vous planquez de façon à pas gêner, à pas faire peur. Voilà la réalité. Je vous l'ai dit, Front National, il y a juste l'enseigne qui a changé. Vous avez encore des députés, si je ne me trompe pas, du Front National, qui ont été condamnés. Du Var, du Var qui tenait une bibliothèque, qui vendait quoi comme ouvrage déjà ? Une librairie, pardon. Une librairie. On tient une librairie, pas une bibliothèque. Donc voilà. Maintenant, le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'à cause des outrances de M. Mélenchon, on ne voit plus ce qu'a été à la fois l'histoire du Front National. Le vrai sujet, c'est est-ce que le Front National attaque LFI ? Non, moi je le fais. Est-ce que vous mettez un signe égal entre LFI, RN, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ? C'est plutôt qu'ils se tiennent et qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Ils se tiennent par la barbichette ? Oui, non, parce que c'est bonnet blanc, bonnet... Le sujet, c'est qu'on voit bien, le LFI est aujourd'hui l'idiot utile et il le sait. Mais d'une certaine façon, lui, sa chance, c'est qu'il y ait le maximum de chaos. Idiot utile du RN ou du Hamas ? Alors attendez, là c'est aussi autre chose. Vous avez déjà entendu M. Mélenchon condamner le Hamas ? Les exactions du Hamas ? Jamais. Et ce qui se passe dans les universités Sciences Po ? Et aussi, bien évidemment... Ces demandes de... Non, attendez, si on parle de LFI, il y a l'action justement à Sciences Po, où il est intolérable que la grande majorité des étudiants soient pris en otage par quelques-uns qui sont manipulés, y compris par l'action de LFI. La rupture des associés, des relations entre les universités françaises et israéliennes. Et puis quoi encore ? Et puis ce ne sont pas ces dizaines d'étudiants qui vont vouloir pratiquer une forme de cogestion et de mettre un terme à ces partenariats. Attendez, il faut quand même qu'on se réveille avant d'aller sur la même dérive qu'un certain nombre d'universités américaines. Tiens, par contre, et aussi il faut poser la question de l'action de LFI en Nouvelle-Calédonie. Parce que, et puis il y a aussi un sujet sur la Nouvelle-Calédonie. Il y a un sujet qui est très important, c'est le rôle de l'Azerbaïdjan. Le rôle de l'Azerbaïdjan. Je souhaite... On nous dit que l'Azerbaïdjan souffle sur les braises. Vous n'avez pas vu les drapeaux ? Les drapeaux avec certains manifestants. Il y a le groupe de Bakou qui soutient ouvertement des groupes indépendantistes, notamment dans le Pacifique et en Nouvelle-Calédonie. Puisque vous parlez de la Nouvelle-Calédonie, une question. 2 députés LFI, Daniel Obono et Bastien Lachaud, sont allés en Nouvelle-Calédonie le 25 avril. Ils ont rencontré tout un tas de nombreux indépendantistes.
des émeutes ont suivi quelques jours après. Est-ce que vous y avez un lien de cause à effet? Je vous l'ai dit, à minima, ils ont soufflé sur les braises. Qui? LFI, et ils doivent s'en expliquer. Et d'autre part, Ouais. je souhaite que la France convoque l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France pour s'expliquer sur le rôle exact de l'Azerbaïdjan. Parce que vous savez, l'Azerbaïdjan, ça ne plaît pas qu'on se batte aux côtés de l'Arménie pour défendre l'Arménie. Et donc, ils cherchent à nous déstabiliser. Ils doivent répondre de leurs actes. Et du coup, vous savez qu'il y a une COP qui va se tenir à Bakou. C'est un pur scandale. Et ce qui est en train de se passer en Nouvelle-Calédonie et le rôle de l'Azerbaïdjan nous amène également à dire que dans ces conditions-là, la France ne participera pas à cette COP à Bakou. Merci en tout cas, Xavier Bertrand, Merci. d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.